Mon frère privilégié a exigé que je paie son loyer, puis ma mère m'a posé un ultimatum, co-signer son prêt de 200 000 $ ou être exclu pour Noël. Alors j'ai annulé toutes leurs factures et je suis parti vivre à l'étranger. Je m'appelle Céleste, j'ai 29 ans et je suis une femme. Je mène une vie tranquille et méticuleusement planifiée dans une ville éloignée de ma ville natale, travaillant comme analyste de données principale pour une grande entreprise technologique. Mon appartement est mon sanctuaire, ma carrière est ma priorité, et mon compte d'épargne est ma fierté et ma joie. C'est une vie que j'ai construite de toutes pièces, brique solitaire par brique solitaire. Mais juste au moment où je pensais avoir échappé à l'attraction gravitationnelle du chaos de ma famille, un simple message texte a menacé de tout faire s'écrouler. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais créer des liens avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. C'est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. La notification a retenti un mardi après-midi, une interruption brutale du silence concentré de mon bureau à domicile. J'étais plongé dans un modèle de données complexe, dégageant des modèles qui prédiraient les tendances du marché pour le trimestre suivant. C'était le genre de travail que j'aimais, logique, propre et heureusement dépourvu d'émotions humaines. L'écran s'est illuminé avec un message de mon jeune frère, Brian. Mon estomac s'est noué instantanément. Les messages de Brian n'étaient jamais de simples prises de nouvelles occasionnelles. Ils étaient toujours les messagers d'une nouvelle exigence, d'une nouvelle crise que seul moi pouvais résoudre. Pendant des années, j'avais été la réparatrice désignée de la famille, la grande sœur fiable, le filet de sécurité financier. J'avais payé ses manuels universitaires, co-signé pour sa première voiture, et couvert son loyer plus de fois que je ne pourrais le compter. Je l'avais fait par sens du devoir, une croyance erronée que mon soutien l'aiderait finalement à trouver ses marques. Mais avec chaque don, ces marques semblaient devenir moins stables, et ses attentes devenaient plus audacieuses. J'ai balayé la notification, mon curseur planant toujours au-dessus d'une ligne de code. Le message disait « Et, alors je quitte mon travail. » C'est un environnement toxique. Pas de place pour l'évolution. Tu vas couvrir mon loyer pour quelques mois, n'est-ce pas? Juste le temps que je lance ma jeune entreprise. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une déclaration de ses projets et de mon rôle dans ceci. Il n'y avait pas de s'il te plaît, pas de peux-tu m'aider, juste la supposition désinvolte que mon revenu était à sa disposition. Mes doigts se sont figés sur le clavier. L'audace était à couper le souffle. Il avait 25 ans, ce n'était pas un adolescent dans le pétrin. Il avait un diplôme, un travail parfaitement décent dont il s'était plaint depuis le premier jour, et une liste de plans pour devenir riche rapidement qui pourrait remplir un roman. Sa dernière passion était une vague entreprise technologique qu'il avait imaginée avec ses amis tout aussi dépourvus d'ambition, une entreprise sans plan d'affaires, sans financement et sans produit discernable. Et il s'attendait à ce que je finance ce fantasme. Pendant un moment, j'ai juste fixé le message, une lente brûlure de colère montant dans ma poitrine. Toutes les années de sacrifice, à mettre mes propres rêves en attente pour nettoyer ces dégâts, ont défilé devant mes yeux. Je me suis souvenu des vacances que j'avais annulées pour payer ses frais de scolarité en retard. La voiture que j'avais repoussé d'acheter pour couvrir son dépôt de garantie. Les innombrables nuits que j'avais passées à m'inquiéter pour son avenir pendant qu'il faisait la fête. J'avais encouragé cela. Mon sauvetage constant lui avait appris que les actions n'avaient pas de conséquences, que la responsabilité était pour les autres. La banque de Céleste était toujours ouverte, sans poser de questions. Une vague d'épuisement m'a envahi, si profonde qu'elle ressemblait à un poids physique. J'étais fatigué d'être la personne responsable, celle qui devait toujours être forte, celle qui nettoyait chaque désastre. J'ai pensé à l'avenir que je construisais méticuleusement pour moi-même, un acompte sur une maison, un voyage au Japon, peut-être même créer ma propre société de conseil un jour. Chaque dollar que je lui envoyais était un dollar volé à cet avenir. Cette fois, quelque chose devait être différent. Le cycle devait être brisé. Avec une détermination qui semblait étrangère et terriblement puissante, j'ai tapé une réponse. Mes mains étaient stables, mon esprit clair pour la première fois depuis des années. Non, Brian, je ne couvrirai pas ton loyer. Tu es un adulte. Il est temps que tu subviennes à tes propres besoins. Paie-le toi-même. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir remettre ma décision en question. La réponse a été presque instantanée. Une série de bulles rapides est apparue sur l'écran. Tu es sérieuse?
C'est juste pour quelques mois. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Maman va en entendre parler. La menace finale était censée être le coup de grâce. Dans notre famille, maman Cora était l'autorité suprême, et sa parole était la loi. Brian savait qu'elle prendrait toujours son parti. Il était son bébé, l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais le cheval de trait fiable, apprécié pour mon utilité plutôt que pour mon affection. Pendant des années, cette dynamique m'avait tenu dans le rang, désespéré d'obtenir une miette de l'approbation qu'elle lui prodiguait si généreusement. Mais la menace n'a pas fait mouche cette fois. Elle semblait creuse, pathétique. Ma colère avait brûlé la peur, laissant derrière elle une clarté froide et dure. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à mon travail, déterminé à ignorer la tempête inévitable qui se préparait. Plus tard dans la soirée, alors que je faisais des recherches sur des opportunités d'emploi à l'international, un rêve de longue date que j'explorais discrètement depuis des mois, un courrier électronique est arrivé dans ma boîte de réception. Il provenait d'une entreprise concurrente, un acteur majeur sur le marché européen. Ils ouvraient un nouveau centre d'analyse à Amsterdam et cherchaient un analyste principal pour diriger l'équipe fondatrice. Le salaire représentait une augmentation significative, les avantages étaient incroyables, et cela incluait un programme complet de relocalisation. C'était un poste de rêve, une opportunité unique dans une vie. C'était aussi une évasion, une porte de sortie, une chance de mettre un océan entre moi et le cycle sans fin des obligations familiales. J'avais passé quelques séries d'entretiens avec eux des semaines auparavant, mais je ne m'étais pas vraiment permis de croire que c'était une possibilité réelle. Cela semblait trop beau pour être vrai. En lisant l'offre officielle, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. C'était ça. C'était ma chance de construire une vie qui était vraiment la mienne, libérée du poids des attentes de ma famille. Sans hésitation, j'ai ouvert le contrat. Les conditions étaient parfaites. La date de début était dans 6 semaines. Avec une grande inspiration, j'ai signé le document numérique et je l'ai renvoyé. Une vague d'exaltation et de terreur m'a envahi. Je venais de changer ma vie entière. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère. Le message était d'une franchise glaçante. Ne rentre pas à la maison pour Noël tant que tu n'auras pas co-signé son prêt commercial de $200 000. Les mots sur l'écran semblaient aspirer l'air de la pièce. Un prêt de $200 000 pour l'entreprise inexistante de Brian. C'était si absurde, si totalement déconnecté de la réalité que j'ai presque ri. Ils ne demandaient plus seulement l'argent du loyer. Ils exigeaient que je m'enchaîne à une montagne de dettes pour satisfaire le dernier caprice de mon frère. L'ultimatum était clair, mon avenir financier ou être exilé de la famille. Il n'y avait aucune place pour la négociation. Aucun espace pour la discussion. C'était une déclaration de guerre, et j'avais été désigné comme l'ennemi simplement pour avoir dit non. La cruauté désinvolte de la chose, la façon dont ma mère brandissait la menace de m'exclure à Noël, une fête qu'elle savait que je chérissais, était un coup de couteau délibéré. Elle connaissait mes points faibles, et elle appuyait dessus avec une précision calculée. Mon amour pour les traditions familiales, ma peur profonde d'être seul pendant les fêtes. C'étaient les armes qu'elle utilisait pour me contrôler. Pendant un instant, l'ancienne Céleste a refait surface. Celle qui aurait immédiatement cédé sous la pression. Celle qui aurait appelé, en pleurant, implorant le pardon, promettant de faire tout ce qu'il demandait juste pour maintenir la paix. La culpabilité était un manteau familier, lourd et étouffant. Étais-je égoïste? Était-ce ma responsabilité, en tant que personne ayant réussi, de les élever? La voix de Cora résonnait dans ma tête, une litanie de phrases que j'avais entendues toute ma vie. La famille est de la famille. Tu es tellement chanceuse d'être en position d'aider. N'oublie pas d'où tu viens. Ces phrases, autrefois source de fierté et de motivation, ressemblaient maintenant à des chaînes, m'entraînant dans une fosse de ressentiment. Mais ensuite, j'ai regardé le contrat de travail signé ouvert sur l'écran de mon ordinateur portable. Amsterdam, une nouvelle vie, un nouveau départ. L'image était une bouée de sauvetage, un rappel tangible que j'avais un autre choix. Je n'avais pas à être leur filet de sécurité, leur fond d'urgence, leur bouc émissaire. Je pouvais être ma propre personne, selon mes propres termes, à un océan de distance. La colère est revenue, vive et clarificatrice. Il ne s'agissait pas d'aider Brian. Il s'agissait de contrôle.
Il s'agissait de l'incapacité de ma mère à accepter que j'avais ma propre vie, une vie qui ne tournait pas autour d'elle et de mon frère. Il s'agissait du refus de Brian de grandir, de faire face aux conséquences de ses propres choix. Ils avaient construit un écosystème confortable de privilèges et de facilitation, et mon refus de jouer mon rôle les avait paniqués. Le prêt de 200 000 $ n'était pas seulement pour une jeune entreprise. C'était une tentative désespérée de maintenir le statu quo, d'acheter à Brian quelques années de plus pour éviter ses responsabilités, et de réaffirmer leur contrôle sur moi. J'ai pensé à ce que signifierait la cosignature de ce prêt. Ce serait une condamnation à mort financière. Cela manquerait à leur irresponsabilité pendant des décennies. Je ne pourrais jamais acheter une maison, épargner pour la retraite ou investir dans mon propre avenir. Ma vie deviendrait une garantie pour son fantasme. Le choix, qui quelques instants auparavant semblait angoissant, était maintenant extrêmement simple. C'était eux ou moi. Et pour la première fois de ma vie, je me choisissais. Le sommeil de cette nuit-là a été impossible. Mon esprit s'emballait, alternant entre une fureur légitime et une tristesse déchirante. Je pleurais la famille que j'aurais aimé avoir, celle qui aurait célébré mon succès au lieu de le voir comme une ressource à piller. Je faisais le deuil de l'amour de ma mère, réalisant avec une douloureuse clarté qu'il avait toujours été conditionnel, fondé sur ma soumission et mon utilité. Vers 2 heures du matin, alimenté par un mélange de café et d'adrénaline, j'ai pris une autre décision. Il était temps de couper complètement les ponts. S'ils allaient me traiter comme un distributeur automatique de billets, alors il était temps de fermer le compte définitivement. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. Mon nom était sur tout. Le forfait téléphonique familial, le forfait internet et télévision pour la maison de ma mère, les services de diffusion en continu qu'ils utilisaient tous, l'assurance automobile pour le véhicule que je lui avais acheté il y a 5 ans. J'étais la personne responsable, celle avec la bonne cote de crédit. Alors naturellement, chaque facture avait fini à mon nom. J'avais configuré les paiements automatiques des années auparavant, et je n'y avais jamais repensé. C'était juste une autre partie de mon rôle de pourvoyeuse de la famille. Une par une, j'ai parcouru la liste. Le forfait téléphonique annulé, l'internet déconnecté, la police d'assurance résiliée, les abonnements de diffusion, tous disparus. À chaque clic, je ressentais un étrange sentiment de libération, une légèreté dont je n'avais pas réalisé qu'elle me manquait. C'était peut-être un acte mesquin, mais c'était aussi un acte profond. C'était une déclaration d'indépendance, une coupure tangible des cordons financiers qui m'avaient lié à eux pendant si longtemps. Je ne disais pas seulement non au prêt. Je démantelais l'ensemble du système de dépendance qu'ils avaient construit autour de moi. Je savais que les retombées seraient immenses. Je savais que leur matinée commencerait par une cascade de confusion et de rage lorsqu'ils découvriraient que leur monde parfaitement connecté avait été débranché. Je savais que mon téléphone serait un champ de bataille de messages textes en colère et d'appels manqués. Mais pour la première fois, je m'en fichais. J'en avais terminé. Alors que je fermais mon ordinateur portable, les premiers rayons de l'aube se levaient sur la ville. J'ai senti un profond sentiment de paix apaisant s'installer en moi. La tempête arrivait, mais je n'avais plus peur. J'y étais préparé. J'ai débranché mon téléphone et je suis finalement allé me coucher, rêvant de canaux, de rues pavées et d'un avenir qui m'appartenait entièrement. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans un appartement d'un silence de mort, un contraste saisissant avec le chaos dont je savais qu'il se déroulait à des kilomètres de là. J'avais délibérément laissé mon téléphone éteint, un petit acte d'autoconservation. J'ai préparé du café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la ville prendre vie, ressentant un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Le silence était un baume pour mes nerfs à vif. Il n'y avait pas de vibration frénétique, pas de bannière de notification en colère, pas de cordon ombilical numérique me liant à leur crise fabriquée. Il n'y avait que moi, le café et l'aube d'une nouvelle réalité. Je savais que je ne pourrais pas me cacher éternellement. Mais pendant ces quelques heures, je me suis permis d'exister dans une bulle de paix. Vers le milieu de la matinée, ma curiosité et un sentiment de sombre nécessité ont pris le dessus. J'ai branché mon téléphone et je l'ai allumé. L'appareil a explosé. Ce fut un assaut numérique, un barrage incessant de notifications qui a fait vibrer et trembler le téléphone dans ma main pendant près d'une minute entière. 52 appels manqués, 27 de Cora, 25 de Brian. Un flot de messages textes et de messages vocaux a suivi.
Le volume pur était stupéfiant, un témoignage du niveau de panique que j'avais déclenché. J'ai d'abord ouvert les messages textes, faisant défiler la cascade d'indignation et d'incrédulité. Les messages de Brian étaient un mélange prévisible de fureur et de victimisation. Mon téléphone est coupé. C'est quoi ce bordel, Céleste? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu essaies de ruiner ma vie. Tu me le paieras. Il n'y avait aucune conscience de soi, aucune idée que ses propres exigences avaient déclenché cette réponse. Dans son monde, il était la partie lésée et j'étais la méchante cruelle et vindicative. Les messages de Cora étaient plus manipulateurs, une classe de maître en chantage émotionnel. Ils ont commencé par une feinte inquiétude. Céleste, chérie, est-ce que ça va? Internet est en panne. Je ne peux appeler personne. Puis ils se sont transformés en confusion. As-tu oublié de payer les factures? Cela ne te ressemble pas. Finalement, ils ont sombré dans une rage pure et non diluée. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es une enfant égoïste et ingrate. Tu vas rallumer ces téléphones tout de suite. Le message final était celui qui mettait vraiment ses cartes sur la table. Brian avait un appel important avec des investisseurs ce matin, et il l'a raté à cause de toi. Tu as saboté l'avenir de ton frère. Tout était là, noir sur blanc. Mon but, à ses yeux, était de faciliter la vie de Brian. Ma propre carrière, mes propres rêves, ma propre sécurité financière, tout cela était secondaire par rapport à ses besoins. Mon succès n'était pas quelque chose à célébrer. C'était une ressource à utiliser à son profit. Toute déviation de ce rôle était perçue comme une trahison, un sabotage de l'ordre naturel de la famille. Il y avait un message vocal d'elle que j'ai décidé d'écouter. J'avais besoin de l'entendre pour cimenter ma résolution. Sa voix, habituellement calme et légèrement condescendante, était stridente de fureur. Céleste, je ne sais pas à quel genre de jeu malsain tu joues, mais ça se termine maintenant. Tu vas me rappeler. Tu vas t'excuser auprès de ton frère, et tu vas aller à la banque avec lui cet après-midi pour signer cette demande de prêt. Ce n'est pas une demande. Tu as un devoir envers cette famille. Si tu penses que tu peux juste nous couper les ponts et t'enfuir vers une vie imaginaire, tu te trompes lourdement. Nous sommes ta famille et tu feras ce qui est juste. La ligne était tracée. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ces mots, destinés à m'intimider pour me soumettre, ont eu l'effet inverse. Ils ont solidifié ma décision, effaçant les dernières traces de doute ou de culpabilité. Il n'y avait pas d'amour dans ce message, seulement une affirmation brute de pouvoir. Elle ne me voyait pas comme une fille. Elle me voyait comme un atout, une possession rebelle qui devait être ramenée à la raison. Au lieu de les rappeler, j'ai appelé Judith. C'était ma plus ancienne amie, une avocate perspicace et pragmatique qui avait été témoin de la dynamique toxique de ma famille pendant des années. J'ai tout expliqué. Le message de Brian, l'ultimatum de Cora, l'offre d'emploi à Amsterdam, les factures annulées. Je lui ai lu les messages, la voix tremblante d'un mélange de colère et de soulagement. Elle a écouté patiemment, sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Tant mieux pour toi, a-t-elle dit finalement, d'une voix ferme et claire. Il était temps, Céleste. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour enfin le voir. Sa validation a été comme un verre d'eau fraîche dans un désert. Pendant des années, j'avais remis en question mes propres sentiments, me demandant si j'étais la folle, l'ingrate. L'entendre confirmer que le comportement de ma famille n'était pas normal, que ma réaction était non seulement justifiée, mais attendue depuis longtemps, m'a donné une force incroyable. Alors, quel est le plan, a-t-elle demandé. Légalement, ils ne peuvent rien faire. Les factures étaient à ton nom. Tu as tout à fait le droit de les annuler. Mais ils ne vont pas laisser passer ça. Ils vont intensifier les choses. Je sais, ai-je dit, en regardant autour de mon appartement, le sanctuaire que j'avais construit. J'accepte le poste. Je déménage à Amsterdam dans 6 semaines. D'accord, a dit Judith, sa voix passant en mode professionnel. Nous devons nous assurer que tu es protégé. Nous devons démêler chaque lien financier que tu as avec eux. La voiture que tu lui as achetée, la carte grise est-elle à ton nom ou au sien? Mon sang n'a fait qu'un tour. Elle est à mon nom. J'allais la transférer, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. D'accord, a-t-elle répété,
calme et stable. C'est bien. Cela nous donne un moyen de pression. Quoi d'autre? Es-tu sur des comptes bancaires avec eux? Des propriétés, des obligations financières persistantes quelles qu'elles soient? Nous avons passé l'heure suivante à cartographier chaque connexion financière, chaque vulnérabilité potentielle. Il est devenu clair que ma vie était bien plus imbriquée dans la leur que je ne l'avais jamais réalisé. La démêler serait un processus complexe et douloureux, mais à chaque élément que nous ajoutions à la liste, je me sentais plus déterminé. Il ne s'agissait plus seulement de s'échapper à Amsterdam. Il s'agissait d'un démantèlement systématique d'une vie d'abus financiers et émotionnels. Il s'agissait de reprendre ma vie en main, un contrat annulé, un titre transféré à la fois. La ligne avait été tracée, et j'étais enfin du bon côté. Armé d'une liste de contrôles et des conseils juridiques de Judith, j'ai commencé le processus méticuleux de désengagement financier. C'était comme pratiquer une intervention chirurgicale sur ma propre vie, en coupant les parties malades pour sauver l'ensemble. Le premier problème, et le plus immédiat, était la voiture que j'avais achetée pour Cora. C'était une berline fiable et récente que j'avais payée comptant comme cadeau pour son anniversaire de 50 ans, un geste qui, je l'espérais, me vaudrait un moment de véritable fierté maternelle. Le titre de propriété et l'assurance étaient toujours à mon nom, un détail que j'avais négligé dans le tourbillon de la vie. Suivant les conseils de Judith, j'ai contacté une société de saisie de véhicules. La conversation était surréaliste. J'ai expliqué que j'étais la propriétaire légale du véhicule et que j'avais besoin qu'il soit récupéré sur la propriété de ma mère. L'agent au téléphone était professionnel et détaché, demandant la marque, le modèle, la plaque d'immatriculation et l'adresse. Il n'y a eu aucun jugement, juste une récitation calme de la procédure et des frais, que j'ai payé immédiatement avec ma carte de crédit. Ils ont promis d'avoir la voiture dans les 24 heures. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un pincement de culpabilité, mais il a été rapidement éclipsé par un sentiment de sombre nécessité. La voiture était un actif majeur, et la laisser en sa possession était une responsabilité que je ne pouvais pas me permettre. C'était aussi une puissante monnaie d'échange. Le prochain point sur la liste était un compte d'épargne conjoint que j'avais ouvert avec ma mère des années auparavant. C'était censé être un fonds d'urgence pour elle, et j'en étais la principale contributrice, y déposant quelques centaines de dollars chaque mois. Elle y mettait rarement, voire jamais, de l'argent, mais elle avait tous les privilèges de retrait. Je lui avais toujours fait confiance pour ne pas en abuser. Maintenant, cette confiance était brisée. Je me suis connecté au compte, le cœur battant. Le solde était plus bas que ce à quoi je m'attendais, beaucoup plus bas. J'ai parcouru l'historique des transactions, un nœud d'angoisse se resserrant dans mon estomac. Il y avait des dizaines de retraits, tous effectués par elle au cours de l'année écoulée. De petites sommes au début, 50 $ ici, 100 $ là, mais elles étaient devenues plus fréquentes et plus importantes au cours des derniers mois. Il y avait des paiements dans des grands magasins haut de gamme, des restaurants chers, et même un prélèvement récurrent pour une boîte d'abonnement de luxe. La découverte la plus accablante fut une série de retraits d'espèces importants totalisant plus de 5000 $, tous effectués au cours des 6 derniers mois. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas un fonds d'urgence. C'était sa caisse noire personnelle, un supplément secret à son revenu de retraite financé par moi. Elle menait un style de vie que je finançais à mon insu, tout en prétendant avoir un revenu fixe. Et les dates des gros retraits d'espèces, elles correspondaient parfaitement à la chronologie des dernières crises de Brian, le dépôt de garantie pour son nouvel appartement, les réparations d'urgence de sa voiture, le capital de départ pour une précédente entreprise ratée. Ce n'était pas mon argent qui payait directement pour ces choses. C'était de l'argent détourné de ce compte, blanchi par notre mère. La tromperie était à couper le souffle par son ampleur et sa cruauté. Il s'était joué de moi pendant des années, un effort coordonné d'urgence fabriqué et de fausse gratitude. Brian créait la crise, Cora jouait l'intermédiaire inquiète, et moi, la fille dévouée, je fournissais la solution, ne soupçonnant jamais que l'argent passait simplement d'une main à l'autre. La rage qui m'a envahi était froide et pure. Elle a brûlé les derniers vestiges de culpabilité et de sentimentalité. Ce n'était pas une famille dysfonctionnelle. C'était une conspiration. Je n'étais pas un être cher. J'étais une cible. J'ai immédiatement transféré le solde restant, une somme dérisoire de moins de 1000 $, sur mon compte chèque personnel et j'ai lancé la procédure pour fermer définitivement le compte conjoint. La banque m'a informé que, puisque j'étais la titulaire principale du compte,
sa signature n'était pas requise. Une petite victoire, mais profondément satisfaisante. Pendant que je travaillais, mon téléphone a continué d'être une source de harcèlement constant. Ils avaient clairement compris comment utiliser la connexion sans fil d'un voisin, car maintenant mes courriers électroniques et mes comptes de réseaux sociaux étaient également assiégés. Brian m'a envoyé un long message décousu sur Facebook, une tentative pathétique de me faire culpabiliser. Il a parlé de ses rêves, de l'importance de cette entreprise pour lui, du fait que j'étais la seule à pouvoir la réaliser. Il m'a accusé d'être jalouse de son ambition, de vouloir le voir échouer. C'était la lamentation classique d'un narcissique, totalement dénué de responsabilité personnelle. Les courriers électroniques de Cora étaient encore plus venimeux. Elle m'a traité de voleuse pour avoir pris sa voiture. Elle m'a accusé d'abandonner la famille, de cracher sur mon éducation. Tu as un cœur sombre et cruel, Céleste, a-t-elle écrit. Un jour, tu seras vieille et seule, et tu regretteras ce jour. Tu reviendras en rampant, et nous ne serons pas là pour toi. Les menaces étaient conçues pour exploiter mes peurs les plus profondes, mais elles avaient perdu leur pouvoir. La découverte de leur tromperie financière à long terme m'avait vacciné contre leur poison émotionnel. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des escrocs qui partageaient par hasard mon matériel génétique. Tard dans l'après-midi, Judith a appelé pour faire le point. Elle avait fouillé dans la légalité du prêt commercial que Cora essayait de m'obliger à co-signer. C'est pire que ce que nous pensions, a-t-elle dit, la voix sombre. L'entreprise, c'est juste Brian. Il n'y a pas de société à responsabilité limitée, pas d'entité corporative, rien. C'est une demande de prêt personnel déguisée en prêt commercial. Et l'adresse qu'il a indiquée pour l'entreprise, c'est la maison de Cora. Il n'a pas de plan d'affaires, pas de prévision de revenus, rien qu'un prêteur légitime n'approuverait jamais sans un co-signataire ayant une excellente cote de crédit et des actifs importants. Céleste, il ne te demandait pas d'investir dans une entreprise. Il te demandait de garantir personnellement un prêt de 200 000 $ sur lequel il aurait un contrôle absolu sans aucune obligation de rendre des comptes. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Il n'avait jamais été question d'une entreprise technologique. Il s'agissait de mettre la main sur une énorme somme d'argent, mon nom étant la seule chose en jeu lorsque cette somme disparaîtrait inévitablement. La préméditation, l'audace pure et froide de la chose était stupéfiante. Ma fuite vers Amsterdam n'était plus seulement un changement de carrière. C'était un acte de survie nécessaire. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités concentrées. Ma vie s'est divisée en deux voies distinctes, me préparer pour ma nouvelle vie à Amsterdam et éradiquer systématiquement toute trace de mon ancienne vie. Au travail, j'étais une employée modèle, bouclant mes projets, documentant mes processus et formant mon remplaçant. Mes collègues m'ont organisé une charmante fête de départ, pleine de vœux sincères et d'enthousiasme pour mon aventure européenne. Ce fut un événement doux amer, un aperçu du genre de relation saine et solidaire que je recherchais maintenant. Mon amie Maya, qui connaissait toute l'histoire, m'a serré longuement dans ses bras à la fin de la soirée. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse » a-t-elle chuchoté, et j'ai failli fondre en larmes. C'était un contraste saisissant avec les messages qui continuaient d'arriver de ma famille biologique, qui avait dégénéré en un mélange pathétique d'insultes et de supplications désespérées de la dernière chance. À la maison, mon appartement était un paysage de boîtes en carton et de rubans d'emballage. À chaque objet que je triais, pour garder, donner ou jeter, j'avais l'impression de me débarrasser d'une couche de mon ancien moi. C'était un nettoyage, une purification. Mais le travail le plus important se passait en ligne et au téléphone, avec Judith me guidant à chaque étape. La société de saisie avait récupéré la voiture dans l'allée de Cora avec succès et discrétion au milieu de la nuit. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Cora avait appelé la police pour signaler le vol, seulement pour être informée par le répartiteur que la propriétaire légale avait récupéré son bien. Son message vocal ultérieur pour moi était un déferlement incohérent et bredouillant de rage et d'humiliation. Je ne l'ai pas écouté en entier. Je l'ai simplement sauvegardé, comme Judith me l'avait conseillé, comme preuve de harcèlement. J'ai emmené la voiture chez un concessionnaire le lendemain et je l'ai vendue. Le chèque que j'ai reçu représentait une somme importante, que j'ai immédiatement déposée sur un nouveau compte d'épargne à haut rendement dans une banque dont ma famille n'avait jamais entendu parler. C'était mon fonds d'évasion, mon nouveau départ, ma liberté. La chaîne suivante à couper était mon rôle de contact d'urgence pour Cora et Brian. Je me suis connecté au portail en ligne de ma mère pour le cabinet de son médecin et je me suis retiré,
indiquant Brian comme son contact principal. J'ai fait de même pour tous les autres services auxquels je pouvais penser. Je me retirais méthodiquement de leur vie, pièce numérique par pièce numérique. La tâche la plus difficile a été de m'occuper de la maison de mon enfance. Mon père, décédé une décennie plus tôt, avait laissé la maison conjointement à ma mère et à moi. Mon nom figurait sur l'acte de propriété, un fait qui avait toujours été un motif de fierté pour moi, un lien avec mon père. Maintenant, c'était un passif, un dernier lien tangible qu'il pouvait utiliser contre moi. Judith a été catégorique. Tu dois forcer la vente. C'est le seul moyen de récupérer ta part et de couper définitivement les ponts. Cela s'appelle une action en partage. Nous déposons une requête auprès du tribunal et un juge ordonnera la vente de la maison, le produit étant partagé entre vous. L'idée de forcer ma mère à quitter sa maison était nauséabonde. C'était la maison où j'avais grandi, pleine de souvenirs, bons et mauvais. Cela ressemblait à la trahison ultime, le point de non-retour. J'ai hésité, disant à Judith que je devais y réfléchir. Ce soir-là, j'ai reçu un courrier électronique d'une cousine à qui je parlais rarement. C'était une femme gentille et douce qui avait toujours essayé de rester en dehors des drames familiaux. Son message était prudent. « Bonjour Céleste, j'espère que tu vas bien. Ta mère m'a appelé aujourd'hui. Elle était très contrariée. Elle m'a dit que tu lui as volé sa voiture et tout son argent et que tu abandonnes la famille. Je ne veux pas prendre parti, mais elle a aussi dit quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Elle a dit qu'elle parlait à un avocat pour faire retirer ton nom de l'acte de propriété de la maison. Elle a dit que tu ne le mérites pas. » C'était tout. L'ultime impulsion dont j'avais besoin. Elle ne se contentait pas de me calomnier. Elle complotait activement pour voler mon héritage, mon dernier lien avec mon père. Mon hésitation s'est évaporée, remplacée par une résolution froide et dure. J'ai appelé Judith le lendemain matin. Déposez la requête, ai-je dit. Faisons-le. Le processus a été rapide. Le bureau de Judith a déposé l'action en partage et Cora a officiellement reçu la notification légale. Les documents juridiques, livrés par un huissier de justice, étaient une déclaration formelle que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Je ne jouais plus en défense. J'étais passé à l'offensive. Sa réponse a été une rafale d'appels et de messages textes frénétiques. Cette fois avec un nouveau ton d'incrédulité paniquée. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. Ton père aurait honte de toi. » Les messages étaient prévisibles, mais ils avaient une nouvelle pointe de désespoir. Elle perdait le contrôle, et elle le savait. Au milieu de la bataille juridique, j'ai finalisé la logistique de mon déménagement. Mon visa a été approuvé, mon vol a été réservé et l'entreprise de relocalisation a été programmée. J'ai vendu mes meubles, emballé mes affaires restantes et je me suis préparé à quitter le pays. Ma dernière semaine dans la ville a été un tourbillon d'adieux à mes amis et de moments de réflexion tranquille. Je tournais le dos à tout ce que j'avais toujours connu, me dirigeant vers un avenir qui était à la fois terrifiant et incroyablement incertain. Le dernier jour, je suis allé à la banque et j'ai fermé mes anciens comptes, ceux liés à des années de paiements automatiques de factures pour ma famille. Le caissier m'a remis un chèque de banque pour le solde final. Alors que je sortais de la banque, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était Brian. Sa voix était différente, dépouillée de son arrogance habituelle. Elle était faible, et pour la première fois, il avait l'air effrayé. « Céleste, a-t-il dit. Maman m'a parlé de la maison. C'est vrai? Vas-tu vraiment vendre la maison? Oui, Brian, ai-je dit, d'une voix ferme. Je le fais. Il y a eu un long silence. Mais où allons-nous vivre, a-t-il demandé, et cette question simple et enfantine a révélé le cœur du problème. Après tout cela, après tout ce qui s'était passé, il ne pouvait toujours pas concevoir un monde où je n'étais pas responsable de lui. Il considérait toujours ma vie, ma maison, mes ressources comme des extensions des siennes. Ce n'est plus mon problème, Brian, ai-je dit. Et pour la première fois, j'y croyais vraiment. J'ai raccroché, bloqué son numéro et je me suis éloigné sans me retourner. La dernière chaîne était brisée. J'étais libre. Mon vol pour Amsterdam a été une expérience surréaliste. Alors que l'avion montait au-dessus des nuages, laissant mon ancienne vie derrière lui, j'ai ressenti un profond sentiment de paix.
L'anxiété constante qui avait été ma compagne pendant des années avait disparu, remplacée par un doux bourdonnement d'anticipation. J'avais un nouveau travail, une nouvelle ville et une nouvelle vie qui m'attendaient. La bataille juridique pour la maison était toujours en cours, mais avec Judith aux commandes, j'ai pu m'en détacher émotionnellement. C'était une transaction commerciale maintenant, le dernier élément d'une longue liste de contrôles de désengagement. J'ai trouvé un bel appartement dans le quartier du Jordan avec vue sur un canal tranquille. Je me suis investi à fond dans mon nouveau rôle au travail, adorant les défis, l'environnement collaboratif et le respect que je recevais de mes collègues. Pour la première fois, j'étais jugé sur mes propres mérites, et non sur mon utilité pour les autres. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai exploré une nouvelle culture et j'ai lentement, minutieusement, construit une vie qui était entièrement la mienne. Quelques mois après mon déménagement, Judith a appelé pour faire le point. Cora refuse de coopérer. Elle a dit qu'elle ignore toutes les demandes de l'agent immobilier, refuse d'autoriser les visites et a déposé une demande reconventionnelle futile contre toi pour détresse émotionnelle et soutien financier. C'est une tactique de retardement classique. Elle pense que si elle rend ce processus suffisamment pénible, tu abandonneras et la laisseras garder la maison. Alors, que faisons-nous, ai-je demandé, un sentiment d'épuisement familier m'envahissant. Nous avons utilisé l'option nucléaire, a déclaré Judith, et je pouvais presque entendre la sombre satisfaction dans sa voix. Le juge est fatigué de ces jeux. Il a rendu une ordonnance nommant un séquestre. Cela signifie qu'un tiers désigné par le tribunal prendra le contrôle de la propriété. Ils auront le pouvoir d'entrer dans la maison, de la préparer pour la vente et de la forcer à se conformer aux visites. Si elle refuse, elle sera expulsée légalement. L'option nucléaire. C'était un nom approprié. Cela signifiait que ma mère, la reine de son château, était sur le point d'être détrônée. Le séquestre ferait changer les serrures, lui accordant un accès limité et supervisé pour récupérer ses effets personnels. Elle n'aurait pas son mot à dire sur le prix de vente, le choix de l'agent ou la vente finale. Le contrôle qu'elle avait exercé sur moi et sur cette maison pendant si longtemps lui était systématiquement retiré. Le jour où le séquestre a pris le contrôle a été, selon Judith, un spectacle. Cora a apparemment piqué une crise de colère monumentale sur la pelouse devant la maison, hurlant sur le responsable désigné par le tribunal et le serrurier, menaçant de poursuites judiciaires et de châtiments divins. Brian était là pour filmer toute la scène avec son téléphone, vraisemblablement pour une future campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, mais leur jérémiade était inutile face au pouvoir froid et impartial d'une ordonnance du tribunal. Les serrures ont été changées, un panneau à vendre a été planté dans la pelouse, et tout simplement comme ça, son règne a pris fin. La maison, qu'elle avait laissée tomber dans un état de délabrement modéré, a été nettoyée, peinte et mise en scène pour la vente par une équipe professionnelle, les coûts étant déduits de sa future part des bénéfices. Elle a été mise sur le marché à un prix compétitif et, grâce au marché immobilier en plein essor, elle a reçu de multiples offres en une semaine. La conclusion de la vente a eu lieu un mois plus tard. Judith m'a représenté, je n'ai donc pas eu à retourner aux États-Unis. Les fonds ont été virés directement sur nos comptes respectifs. Ma part, après déduction de tous les frais juridiques et de réparation, s'élevait à une somme substantielle à 6 chiffres. C'était la fondation financière pour le reste de ma vie, un héritage de mon père que j'avais enfin réussi à récupérer. Le jour où l'argent est arrivé sur mon compte, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait du soulagement, bien sûr, et un profond sentiment de justification, mais il y avait aussi une profonde tristesse. C'était la fin définitive et irréversible de ma famille. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je n'avais pas seulement fermé un chapitre. J'avais brûlé le livre entier. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un colis par la poste. Il venait de Judith. À l'intérieur se trouvait une petite boîte contenant quelques objets personnels qu'elle avait récupérés de la maison pour moi, de vieilles photos de moi et de mon père, une petite collection de ses livres préférés, le médaillon qu'il m'avait offert pour mon anniversaire de 16 ans. Il y avait aussi une lettre. Elle était de Cora. J'ai failli la jeter. Je ne voulais pas lire ces mots, laisser son poison s'infiltrer à nouveau dans ma nouvelle vie, mais la curiosité et peut-être un besoin de clôture définitive m'ont poussé à l'ouvrir. La lettre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'était ni en colère ni haineuse. C'était pire. C'était pathétique. C'était un discours décousu et apitoyé sur elle-même, expliquant comment j'avais détruit sa vie. Elle a écrit sur ses difficultés financières,
sur le fait qu'elle et Brian étaient maintenant obligés de vivre dans un petit appartement exigu dans un mauvais quartier de la ville. Elle me blâmait pour tout, pour son malheur, pour les échecs de Brian, pour son avenir sombre et solitaire. Il n'y avait pas un seul mot d'excuse, pas une once d'introspection. Dans le dernier paragraphe, elle a fait une dernière tentative désespérée de manipulation. Je sais que nous avons eu des désaccords, a-t-elle écrit, mais tu es toujours ma fille. Je suis ta mère. Si tu as encore un peu d'amour dans ton cœur, tu vas nous aider. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Céleste, ne nous abandonne pas. J'ai lu la lettre et, pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de culpabilité, juste un vaste espace vide là où se trouvait autrefois mon amour pour elle. Elle n'avait rien appris. Elle me considérait toujours comme une solution à ses problèmes, un outil à utiliser. Sa lettre n'était pas un rameau d'olivier. C'était juste une autre facture. J'ai pris la lettre, j'ai marché jusqu'à la déchiqueteuse dans mon bureau à domicile et je l'ai insérée. J'ai regardé ces mots se transformer en bandes de papier insignifiantes. L'option nucléaire avait été un succès. Elle avait non seulement forcé la vente de la maison, mais elle avait aussi finalement anéanti l'emprise émotionnelle qu'elle avait sur moi. La guerre était terminée. J'avais gagné. La vie à Amsterdam était tout ce que j'avais espéré qu'elle serait, et plus encore. Le rythme de la ville était un doux contrepoint au rythme frénétique de mon ancienne vie. Je me rendais au travail en vélo le long des canaux, je passais mes week-ends à explorer des musées et des galeries d'art, et j'ai développé une profonde appréciation pour les gaufres au sirop et les cafés bruns confortables. Mon travail était épanouissant. Mes collègues sont devenus de véritables amis. Et j'ai même commencé à fréquenter un homme néerlandais merveilleux qui était gentil, respectueux et complètement indifférent à mon salaire. Il était architecte paysagiste et il s'intéressait davantage à la beauté du monde qu'à la taille de mon compte bancaire. Pour la première fois, j'étais dans une relation où je me sentais vu et valorisé pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais apporter. Je n'ai plus jamais entendu parler de Cora ni de Brian. Après mon acte final de raccrocher au nez de Brian et de déchiqueter la lettre de Cora, un silence profond et béni est descendu. Judith a réglé les derniers détails juridiques, et mon seul lien avec mon passé était mon amitié avec elle et quelques autres amis de confiance de chez moi. Ils me donnaient occasionnellement des nouvelles, que je recevais avec un sentiment de curiosité détachée, comme si je lisais sur des personnages d'un roman que j'avais terminé depuis longtemps. Cora et Brian, comme il s'est avéré, ne s'en sortaient pas bien sans leur filet de sécurité financier. Ils ont dû vendre la maison et emménager dans un petit appartement. L'afflux soudain d'argent provenant de la vente de la maison a été, comme on pouvait s'y attendre, mal géré et rapidement dilapidé. L'entreprise de Brian ne s'est jamais concrétisée. Le prêt de 200 000 $ qu'il désirait tant était, comme Judith l'avait soupçonné, une fiction. Il n'avait pas d'investisseur, pas de produit et pas de plan. Il avait brûlé sa part de l'argent de la maison en un an dans une voiture tape à accent grave-l'œil, des gadgets coûteux et une série d'investissements en crypto-monnaie mal avisés. Il enchaînait maintenant des petits boulots sans avenir dans l'économie des petits boulots, se plaignant constamment de l'injustice du monde. Cora, sans le coussin financier que j'avais toujours fourni, a dû prendre un emploi à temps partiel comme caissière dans une épicerie locale pour joindre les deux bouts. Selon ma cousine, c'était une femme amère et rancunière, se plaignant constamment à quiconque voulait l'écouter de sa fille ingrate qu'il avait abandonnée. Le récit qu'elle tissait était celui d'une victimisation tragique, une histoire dans laquelle elle était la mère souffrant depuis longtemps et moi, la méchante froide et sans cœur. Quelques personnes, des parents éloignés qui ne connaissaient pas toute l'histoire, ont cru à son compte et m'ont envoyé des messages moralisateurs sur les réseaux sociaux, m'exhortant à pardonner et oublier. Je les ai bloqués sans y repenser à deux fois. La vérité était que je leur avais pardonné, non pas pour eux, mais pour moi. Je leur avais pardonné d'être les personnes qu'ils étaient, d'être incapables de l'amour et du soutien dont j'avais si désespérément envie. Le pardon pour moi n'était pas une question de réconciliation. C'était une question d'acceptation. C'était abandonner l'espoir qu'ils changeraient un jour. C'était libérer la colère et le ressentiment qui avaient empoisonné ma vie pendant si longtemps. Un soir, environ 2 ans après mon déménagement, je dînais avec mon petit ami Pierre. Nous parlions de nos familles et je me suis surprise à lui raconter toute l'histoire. J'ai tout exposé. Les privilèges, la manipulation, la tromperie financière, l'ultimatum, l'évasion. Je lui ai tout dit, sans rien retenir. Il a écouté, les yeux remplis d'une empathie profonde et inébranlable.
Quand j'ai eu terminé, il a tendu la main de l'autre côté de la table et a pris la mienne. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Tu n'as pas seulement changé ta vie, tu l'as sauvée. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il avait raison. Je n'avais pas seulement fui une mauvaise situation. J'avais accompli une mission de sauvetage. J'avais secouru la jeune femme qui se noyait dans la culpabilité et les obligations. Celle à qui l'on avait appris que sa valeur se mesurait à sa volonté de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. La vie que j'ai maintenant est une vie que je n'aurais jamais pu imaginer il y a quelques années. C'est une vie remplie d'amour, de respect et de liens sincères. C'est une vie paisible, stable et sûre. C'est une vie qui m'appartient. Parfois, je pense à cette dernière lettre pathétique de ma mère. Je pense à sa dernière supplication. Ne nous abandonne pas. Et je réalise que je ne les ai pas abandonnés. Ils m'ont abandonné il y a longtemps. Ils ont abandonné le rôle de mère et de frère, choisissant à la place d'être des profiteurs et des manipulateurs. Je n'ai pas coupé les liens familiaux. J'ai simplement arrêté de les maintenir ensemble toutes seules. J'ai lâché la corde et toute la structure pourrie s'est effondrée. Et des décombres, je suis partie libre et entière, vers la lumière d'un jour nouveau.